Alors, toujours dans le but de bien comprendre cette science de l'information, comment on s'échange des informations? Oui, on s'en échange sur Internet, avec des réseaux informatiques, mais si on oublie pour un court instant les ordinateurs, parce que ça n'a pas toujours existé, et pourtant les gens étaient capables de s'échanger des informations. On va remonter un peu dans le temps. On se souvient qu'à une certaine époque, euh, on pouvait écrire un message sur un papier et puis un pigeon pouvait transporter ce papier-là. Par contre, les pigeons, c'est un moyen pas nécessairement 100% fiable que le message va se rendre à destination. Un peu plus tard est apparu un système postal, donc vraiment des gens capables dans une ville dans laquelle on va aller au bureau de poste remettre un colis ou une lettre. Et eux vont embarquer sur des chevaux avec tous les colis et parcourir les villes pour aller porter les lettres et les colis. De nos jours, on a des adresses postales et nos adresses postales, ben, un peu à la même idée qu'un réseau Internet. On a ici on appelle ça une adresse IP, hein, mais à la maison on appelle ça une adresse postale. Donc, l'idée si je veux vous envoyer une lettre, par exemple, ou un colis, vous allez me dire votre adresse, hein, parce que si j'ai pas votre adresse, je peux pas vraiment vous envoyer un colis ou une lettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va s'échanger des informations de cette nature. Donc, votre nom, votre adresse, et puis moi, je vais me rendre au bureau de poste le plus près de chez moi. Je vais remettre la lettre ou le colis et je vais identifier à quel endroit ça s'en va. Tout le système postal a déjà des routes d'établis. On appelle ça des routes, hein. Il y a une route qui va partir de Candiac vers une centrale de tri de courrier à Montréal, par exemple. Donc, tous les soirs, tous les jours, je connais pas la fréquence exacte. Le bureau de poste remplit dans un camion tous les colis qui doivent être livrés pour la journée. Et ce camion-là va aller livrer ça à une centrale de répartition du courrier qui est située sur l'île de Montréal. À cet endroit-là, on va trier le courrier. Donc, on va regarder dans quel pays ça s'en va. Si c'est du courrier interne, on va peut-être le mettre de côté puis on va le traiter différemment. Quand ça s'en va vers un autre pays, on va pouvoir le mettre dans une autre route parce que le lendemain matin, quand nos camions font partir, ben, il y a un camion, sa route, ben, c'est une distribution locale du courrier, alors qu'un autre camion pourrait euh, aller plus vers l'aéroport pour du courrier international, par exemple. Et quand l'avion va arriver dans l'autre pays, ben, il va y avoir d'autres routes là-bas. Et puis, la lettre ou le colis va emprunter une trajectoire différente, va embarquer dans un autre camion. Donc, c'est un peu comme ça que la notion d'échange d'informations fonctionne. Donc, on s'échange des informations sans ordinateur. On le faisait avant et on le fait encore. On le fait encore de nos jours. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on n'avait pas le choix de passer par là. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que la mécanique n'a pas tellement changé. Et les mots, même les mots utilisés n'ont pas tellement changé. Vous savez que lorsqu'un camion arrive sur une autoroute, il y a trois choix. Soit il continue tout droit, il peut prendre une bretelle pour s'en aller à gauche vers une autre ville, ou plutôt à droite vers une autre ville. Et puis là, le chauffeur doit savoir, OK, moi je m'en vais vers telle ville, je vais devoir tourner à gauche ici, puis il y a une pancarte qui lui indique s'il veut se rendre à cette ville-là, ben c'est ici qu'il doit s'en aller. Donc, on peut appeler ça une switch, hein. C'est un endroit où on arrive, il y a un embranchement, donc il y a plusieurs choses d'interconnectées ici.
Alors, on a un fil qui arrive et puis, comme l'idée ici où on a de l'information qui rentre et puis là, on pourrait emprunter un chemin ou un autre. Donc, c'est l'idée du camion qui s'en vient avec sa lettre, arrive dans une switch, un modem, un répartiteur, un hub, peu importe, il y a différentes technologies qui vont avoir différentes fonctionnalités. Donc ici, on peut imaginer que c'est le routeur que votre compagnie informatique vous a donné. Vous avez quelques ordinateurs à la maison, votre ordinateur à vous, le cellulaire de votre sœur ou l'ordinateur familial, par exemple. Et puis, vous avez qu'un seul routeur dans la maison, celui que votre fournisseur Internet vous a installé. Et puis, tous vos périphériques sont connectés à ce routeur-là. Donc, c'est l'idée d'avoir un bureau de poste dans la maison qui vous relie vers le monde extérieur, vers toute la planète. Par contre, quand vous allez recevoir des informations, c'est lui qui connaît la route dans laquelle il va devoir distribuer l'information en fonction de l'adresse postale à qui est destinée cette information-là. Donc, si votre adresse ici, c'est 1 rue principale, 2 rue principale et 3 sur la rue principale, vous habitez tous sur la même rue, par exemple, euh, c'est cette personne-là ici qui clique sur google.com, par exemple. Alors, on va envoyer l'information vers le routeur parce que google.com, premièrement, c'est un mot. Et l'informatique fonctionne avec des adresses IP. Alors, il y a une résolution de nom qu'on appelle. On va aller interroger un Domain Name Server, un DNS. Donc, on passe le nom à un DNS, google.com par exemple. Le DNS nous résout ce nom-là en adresse IP. Et ensuite, ça nous donne l'adresse pour notre requête. À ce moment-là, on sait que google.com, par exemple, ou même je vais le faire ici, on va regarder ça ensemble. Donc, si je voulais faire ns lookup, qui est une commande pour name server lookup, je veux savoir l'adresse IP de google.com en ce moment, parce que l'adresse IP peut changer. Si par exemple google.com ont une interruption de service à un endroit X, il est possible qu'ils aient mis un serveur de relève à un autre endroit. Ou ça se peut aussi que google.com, ce soit une adresse IP virtuelle et que ce soit eux qui vont gérer les requêtes. Donc, je ne connais pas exactement leur infrastructure. Mais l'important, c'est de dire, OK, je vais aller interroger mon name server qui est 127.00.53. Donc, ici à l'interne. Google.com, on me donne une adresse, puis on me dit que ben, google.com, c'est ça son adresse IP. Alors, la façon que ça fonctionne ici, bon, euh, mon- quand je voulais aller sur google.com, ben j'ai obtenu, le browser a obtenu l'adresse IP, là, donc les utilisateurs s'en rendent pas vraiment compte. Tout ça se passe en arrière-plan, dans le back-end qu'on appelle. Donc, c'est le back-end qui va changer google.com par l'adresse IP, puis toutes les communications vont se faire avec cette adresse IP-là. Et le protocole TCP/IP a prévu encapsuler votre adresse à vous pour dire que quand je vais avoir une réponse, un peu comme quand on écrit une lettre, en haut à gauche, on écrit l'adresse de retour. Parce que si jamais l'information ne se rend pas ou l'information se rend et qu'il y a une réponse qui doit revenir, bien, la personne va avoir l'adresse de retour, elle va savoir d'où ça vient, elle va être capable de lui retourner une réponse. Donc ici, on va lui indiquer que c'est 2 rues principales. Ben, 2 rues principales étant en fait une adresse postale pour le monde réel, mais dans le monde cybernétique, dans le cyberespace, là, Internet, les adresses vont plus ressembler à 192.168.0.2, qui serait 2 rues principales, qui serait un peu l'équivalent. Donc, on encapsule notre information, on l'envoie au routeur. Le routeur connaît des routes et en fonction des routes, va dire, OK, ben, je m'en vais pas vers cet ordinateur-là ni vers celui-là. Ça semble être quelque chose qui va devoir envoyer à l'international. Ce n'est pas une adresse locale.
Je vous ai dit tantôt 192. Donc ici, si je regarde mon adresse IP à moi présentement, mon adresse IP c'est 10.0.2.15. Et pourtant, ça s'en va à 180, à 172. Donc, c'est pas du tout dans mon réseau local. Mon réseau local à moi, c'est 10.0. Alors, toutes les adresses dans ma localité vont débuter par 10.0. Étant donné que c'est destiné à 172 points quelque chose, ce serait l'équivalent de dire je suis à Montréal, j'envoie une lettre à Montréal. Ça serait ici. Je suis à Montréal. Si j'envoie des lettres sur une autre rue à Montréal ou sur la même rue, ben, ça va être une destination locale, alors ça va être ces ordinateurs-là. Mais comme c'est 172, ben, c'est l'équivalent de dire j'envoie ça dans un autre pays. J'envoie ça au Brésil, par exemple. Ben, bref, tout ce qui s'en va dans un autre pays, ça va être envoyé vers Internet. Ça va passer à travers un firewall. Un firewall, il faut voir ça un peu comme le service des douanes. Donc là, on quitte le pays. Pareil comme on le ferait en voiture ou un camion de livraison, pareil comme la poste, qui va devoir passer une douane à un moment donné avec des colis, des lettres. Et un firewall, ben il y a des règles là-dedans, pareil comme aux douanes. Les douanes, le douanier a une série de règles, et puis il va vous poser des questions une à une, d'où vous venez, à quel endroit vous allez, qu'est-ce que vous transportez. Il va peut-être même faire une inspection pour voir si effectivement vous ne transportez pas des choses qui seraient illégales dans le pays de destination. Donc ici, par exemple, si la drogue n'est pas légale, et ici, ben, on va vous demander transportez-vous de la drogue. Puis, comme les gens vont avoir tendance à dire non, ben, il est possible qu'on inspecte le véhicule en ne croyant pas nécessairement sur parole la personne et puis qu'on regarde à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas, il y a pas quelque chose de suspect. Donc, si jamais vous ne répondez pas aux règles des douaniers, toutes les règles, qui est quelle heure du jour, sommes-nous en période de pandémie, est-ce qu'il y a des restrictions particulières parce qu'on est en pandémie concernant le tourisme, concernant ci, est-ce que vous transportez ceci ou cela? Il y a toutes sortes de règles douaniers, là, un paquet de règles à respecter. Et si vous ne satisfaisez pas les règles, vous allez retourner à la maison. On va vous empêcher de sortir. Par contre, si vous répondez à toutes les règles, donc oui, vous êtes autorisé à voyager dans ce pays-là, votre passeport est en règle, vous avez tout ce qu'il faut, vous transportez aucune marchandise illégale, vous avez vos visas, donc tout est beau, on va vous autoriser à traverser le firewall et à vous diriger vers le prochain routeur. Ici, évidemment, on n'a pas le reste de l'infrastructure parce qu'elle serait beaucoup trop complexe, mais il serait possible que vous soyez acheminé, par exemple, vers New York. Là, je partais de Montréal tantôt, mais supposons que je vais aller en Afrique, quelque part en Afrique. Il est possible que de Montréal, je me rende à New York. À New York, il y a un câble sous-marin qui traverse l'Atlantique. Donc, je suis ici à Montréal, je m'en vais à New York. Il y a une infrastructure, un routeur à New York qui m'envoie vers un câble transatlantique qui arrive quelque part en Afrique, on va dire Casablanca ou peu importe. De Casablanca, il y a peut-être une infrastructure qui va me rediriger vers le Bénin, peu importe, le Nigeria. Et puis, petit à petit, je vais finir par rejoindre un autre firewall, celui qui est chez vous. Peut-être vous allez me laisser rentrer parce que j'arrive sur le port 80. On se rappelle que j'ai tapé google.com. Hein, ma requête a fait le tour du monde. Je suis allé aux États-Unis. Et des États-Unis, étant donné que vous voulez avoir la page web de google.com avec le logo et la barre de recherche, ben, tout le code HTML va devoir vous être envoyé. Puis quand vous allez recevoir le code HTML, votre browser va vous afficher le logo de Google et la barre de recherche. Parce que c'est ce que vous avez demandé. Vous avez tapé google.com. Alors, votre requête est allée faire le tour du monde, elle est revenue. Et tout ça se fait très rapidement parce que il y a beaucoup, beaucoup de fibres optiques dans les réseaux de plus en plus sur la planète. Donc, c'est comme ça qu'on s'échange des informations. Donc, même avec la poste, on
On a un système en place de route hein, dans lequel on écrit une adresse, l'adresse où ça s'en va, l'adresse d'où ça part. Votre lettre, votre colis va emprunter une route et puis sur la route, il y a des pancartes hein, qui permettent d'aiguiller à gauche, à droite ou tout droite. On va appeler ça, nous, en réseautique, on va appeler ça des routes. Et puis une switch dans lequel, à un moment donné, on arrive. En fonction de l'adresse, on va embarquer sur un fil différent dans la switch pour rejoindre une infrastructure qui va être par là. On a des bridges aussi, hein, parfois comme des autoroutes. Pour que ça aille plus rapidement, il est possible qu'on passe par-dessus un pont ou un tunnel SSH. Souvent, on appelle ça un tunnel SSH. On se fait des tunnels encryptés parce qu'on veut passer des informations euh, à l'abri des regards, donc avec une mécanique d'encryption avec échange de clés. Euh, donc, il est possible qu'on passe dans des tunnels. Il est possible aussi que vous voulez envoyer quelque chose de très, très, très sollicité par les voleurs. On va dire que vous voulez envoyer, vous êtes un investisseur, vous êtes dans un pays comme la France, par exemple. Vous gérez le portefeuille d'actifs d'une grande société en France. Il y a 50 000 employés dans la société. Tous les employés, les 50 000 employés contribuent à un fonds de pension. Et c'est un gestionnaire de portefeuille qui gère le fonds de pension des employés. Ben, ce gestionnaire de portefeuille en France pourrait être tenté d'acheter des actions de Apple ou de Microsoft ou IBM qui semblent intéressants et d'investir 4 millions de dollars ou 100 millions, peu importe. Évidemment, l'argent va devoir un jour passer de la France vers la société américaine que j'ai nommée, une des sociétés américaines que j'ai nommées. Donc, comment l'argent va transiter? À la même fonction, pensez-y 30 secondes. Vous êtes chez vous, vous devez envoyer 5 dollars à un ami. Vous allez prendre votre bicyclette, vous allez aller porter 5 dollars à votre ami. 5 dollars, ça se transporte bien, ça s'embarque bien sur une bicyclette dans vos poches. Par contre, vous avez 100 millions de dollars à aller porter à un ami. C'est le même ami qui habite à 10 kilomètres. Par contre, les risques de vous faire voler sont beaucoup plus grands. Alors, il est possible que vous fassiez affaire. Vous allez devoir transporter cet argent-là de façon beaucoup plus sécuritaire. Parce que sinon, vous allez vous la faire voler. Alors, un protocole comme HTTP, c'est pas suffisant. Il va falloir utiliser du HTTPS, hein, un transport de protocole, un protocole de transport beaucoup plus sécuritaire. Donc, dans nos sociétés, comment est-ce qu'on transporte des informations? Ben, d'abord, comment on transporte de la marchandise? OK. On oublie encore les ordinateurs pour un certain temps. Euh, Est-ce que je peux transporter des montants d'argent dans une voiture? Oui, c'est possible. Est-ce que je peux transporter des étudiants dans une voiture? Oui, c'est possible. Est-ce que je peux transporter de l'essence en le mettant dans des bidons d'essence hein, avec une voiture? Oui, c'est possible. Mais tout ça, c'est possible. Par contre, même si tout est possible d'être transporté en voiture, ou presque, il existe des protocoles beaucoup mieux adaptés, surtout lorsqu'on arrive avec des grands volumes. Comme par exemple, si on veut transporter 30 étudiants à tous les jours, peut-être qu'on est mieux avec une autobus scolaire. Et là, on met en place des autobus scolaires qui ont un protocole de transport beaucoup mieux adapté aux étudiants, avec des routes bien définies et beaucoup mieux sécurisées parce qu'on sait que les enfants, quand ils vont traverser la rue, vont peut-être courir. Alors, on a une petite pancarte stop sur le côté pour bien contrôler les automobilistes pour éviter que les enfants se blessent. Par contre, si je veux transporter un grand volume d'argent, comme mon exemple de 100 millions, peut-être qu'un autobus scolaire n'est pas le protocole de transport euh, bien adapté. Même si ça fonctionne, parce que je pourrais rentrer plein de lingots d'or, mais les risques de me le faire voler sont trop élevés.
Alors, il existe des camions blindés avec des gens armés qui vont venir chercher le montant d'argent et eux sont entraînés et sont équipés pour déplacer des grands volumes d'argent. Et ça coûte cher parce que c'est normal. Un véhicule blindé coûte beaucoup plus cher. Former des gardiens, le procurer des armes. Donc, c'est normal que ça va me coûter plus cher, mais j'ai une sécurité que je dois payer. Même chose si je veux transporter de l'essence. Oui, je peux mettre 3-4 litres d'essence dans un bidon transporté avec mon auto, mais si j'ai 50 000 litres d'essence à transporter, ben, il existe des camions citernes qui ont un protocole de transport bien dédié à ça. Donc, tout ça pour dire que avec les ordinateurs, l'humanité qui a mis en place tout ça depuis les débuts d'Internet s'est inspirée du monde dans lequel on vit pour définir des protocoles de transport. Comme par exemple FTP, qui veut dire File Transfer Protocol, ben, c'est un protocole qui est bien adapté pour transférer des fichiers entre un ordinateur et un autre. HTTP, hein, Hypertext Transport Protocol, ben, c'est un protocole de transport pour transporter des pages HTML qui, par contre, peuvent être lues par tout le monde, hein. Un peu comme si on avait une voiture avec plein de fenêtres. Tout le monde peut voir le contenu. Mais si vous n'avez rien de confidentiel dans votre voiture, peut-être que ça ne vous dérangera pas qu'on voit que vous êtes dans votre voiture tout simplement. Mais si vous transportez beaucoup d'argent puis que tout le monde le voit, là vous exposez à un risque important. Donc, c'est la même chose. Si vous faites un site web dans lequel vous demandez des logins, des mots de passe, des numéros de carte de crédit pour effectuer des transactions et que vous utilisez le protocole HTTP, c'est pareil comme se promener avec une voiture, les fenêtres ouvertes. Tôt ou tard, vous allez vous faire voler cette information. Et la différence entre le cyberespace et l'espace physique dans lequel on vit, c'est que si vous vous faites voler l'information, si vous faites voler votre marchandise, elle n'est plus là. Vous allez vous rendre compte que votre voiture est vide et qu'il n'y a plus d'argent. Euh, Par contre, dans le cyberespace, quand on se fait voler des informations, supposons des numéros de carte de crédit, le destinataire va quand même recevoir le numéro de carte de crédit. C'est que l'autre personne vole une copie. On peut copier l'information. Alors, on en effectue une copie. Alors, il est possible que vous vous en rendez même pas compte que vous vous faites voler constamment. Il est possible que pendant des années, votre site web est espionné et chaque fois que quelqu'un enregistre des numéros de carte de crédit, une tierce personne les enregistre aussi. Et un jour, vous allez apprendre que plein de gens sur la planète se font pirater et une des sources, ben, c'est des petits sites web un peu partout dans le monde qui utilisent, qui utilisent pas les bons protocoles de transport pour transporter des informations. Donc, si vous transportez des informations sensibles, de la même manière qu'un véhicule blindé ou une voiture, euh, achetez un certificat SSL, un certificat d'encryption, et utiliser HTTPS, qui est un protocole hypertexte transport protocole, mais sécuritaire. Donc le S, Secured, Hypertext Transport Protocol. Ça te permet d'échanger avec un échange de certificats. À ce moment-là, le, le data est encodé et une tierce partie ne pourra pas voir dans le véhicule qu'est-ce qui est transporté. Alors, s'il y a des numéros de carte de crédit, ben, la personne ne pourra pas les voir. Et là, vous allez les transporter de façon sécuritaire. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire concernant les protocoles. Si vous transportez des emails, ben, il existe du SMTP, hein, Simple Mail Transport Protocol. Généralement, un protocole qui écoute sur le port 25. Alors, on se connecte sur le port 25, on envoie notre email. C'est du Simple Mail Transport Protocol. Et on peut aussi échanger des courriels sur d'autres ports avec d'autres mécaniques. Euh, Toute l'information s'échange et chaque échange d'information
euh, peut être, peut passer souvent dans n'importe quel protocole, mais il y a généralement des protocoles adaptés et si vous voulez bien faire les choses, être professionnel, et la sécurité prend une place de plus en plus importante maintenant dans notre monde. N'hésitez pas d'utiliser les bons protocoles sécurisés pour faire vos échanges d'informations entre des sites web et des internautes. Donc, n'hésitez pas à investir 100 dollars par année ou 50 dollars par année. Puis même maintenant, vous pouvez auto-signer vos certificats. Je ne parle pas vraiment du self-sign, mais il existe des signataires gratuits maintenant qui vont vous signer vos certificats. Bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Bref, euh, euh, les protocoles d'échange, c'est important de bien les faire. Donc, voyons maintenant quelques commandes Linux dans lesquelles je peux peut-être un peu montrer un peu des choses que je viens d'expliquer sur le plan de la réseautique. Alors, tantôt, je montrais le NSLOOKUP. Donc, quand je fais un GET, en fait, le protocole, c'est HTTP, port 80. Et les protocoles, il y a des méthodes. Une méthode s'appelle GET pour aller chercher euh, le site web comme http www.google.com. Ben, je fais une requête, je m'en vais sur google.com et je fais un get de le web server là-bas, la façon qui est définie, peut-être pointe sur un document qui s'appelle index.html et je vais recevoir à ce moment-là, parce que j'ai fourni mon adresse de retour, euh, le contenu via le protocole HTTP. Donc, ça va être du Hypertext Transport Protocol parce que il n'y a rien de. C'est de l'information publique, hein. Ma requête est publique, contient aucune information sensible. Et Google m'envoie sa page principale dans laquelle il y a son logo et une petite barre de recherche. Alors, tout le monde a jugé que c'était pas des informations sensibles. Alors, cette information-là passe par le protocole HTTP. Alors, quand je vais faire ma requête, donc je vais la faire ici, la requête, juste pour montrer un peu comment on fonctionne. HTTP, deux points, slash, slash, www.google.ca.com. Donc, vous voyez ici que je l'ai tapé au long, mais quand on tape juste google.com, ces valeurs-là ici viennent par défaut parce que c'est souvent celles-là on va mettre. Donc, vous voyez ici que ça s'est passé très rapidement parce que les ordinateurs sont très rapides, les réseaux sont très rapides. Alors, qu'est-ce qui s'est fait en réalité présentement? C'est qu'on l'ordinateur est allé faire un NSLOOKUP de google.com. Et pour ce faire, il y a sur Linux un fichier qui s'appelle tcresolve.com, resolve.conf. Ce fichier-là explique à toutes mes requêtes c'est la configuration de mon serveur, que quand tu as besoin de résoudre une adresse IP, tu vas y aller selon cette séquence-ci. Mon name server se trouve à 127.0.0.53. Tu vas chercher euh, mes interfaces, etc. Et si je regarde si j'ai quelque chose qui écoute sur différents ports, je vais juste recommencer. Pipe, grep, listen. Je vais juste prendre qu'est-ce qui est listen et pas les listening. Je veux pas ce qui est listening, juste qu'est-ce qui est listen. Vous remarquez ici que j'ai un protocole TCP sur 127.0.0.53 qui était mon adresse ici. Il y a un process qui écoute présentement sur ce port-là. Donc, un process qui écoute, c'est un terme qui signifie qu'il y a un programme en mémoire et ce programme-là a ouvert un socket TCP/IP. Il l'a bindé à l'adresse à mon loopback, port 53, et
il attend des requêtes. Donc, il fait juste ça. Puis, généralement, il va les passer au DNS parce que j'ai pas de DNS sur ma machine. En fait, il va les passer. Là, je suis dans une machine virtuelle qui va les passer à ma machine physique, qui, elle, va les passer au routeur de ma compagnie Internet. Et le routeur de ma compagnie Internet va passer la requête avec qui je suis abonné. Donc, si je suis abonné avec Internet à rabais de ma ville, ben c'est Internet à rabais de ma ville là, qui va recevoir ma requête. Et eux, il est possible qu'ils aient une réplique locale ou qu'ils passent le relais à quelqu'un d'autre. Mais en bout de ligne, il y a un registraire quelque part qui a enregistré cette adresse-là et qui va me fournir l'adresse IP. L'adresse va suivre le chemin contraire. Mon browser reçoit l'adresse IP. Alors, si on regarde ce que donnait l'adresse IP tantôt, donc l'adresse IP nous donnait ça ici. Donc, si je voulais, je pourrais également faire http 172.172.217.13.206. Et puis j'arrive sur le site de google.com finalement. Parce que c'est la même chose. C'est beaucoup plus facile pour l'humain de se souvenir de google.com que de se souvenir d'une adresse comme ça. Parce que imaginez que si vous voulez avoir votre gouvernement, le site de votre gouvernement, le site de votre compagnie d'électricité, le site de, peu importe, de Facebook, si vous deviez vous souvenir de toutes les adresses IP de chacun, vous vous en sortiriez pas. Donc, euh, les technologies de l'information ont évolué pour mettre en place des noms plus faciles. Par contre, les noms faciles ici, c'est pour faciliter la tâche des humains. Mais derrière, la façon que ça fonctionne, dans le back-end, ça fonctionne avec des adresses IP. Et puis, si je voulais aller sur l'adresse sur facebook.com, par exemple, facebook.com, on va essayer d'y aller. Vous voyez que j'ai une adresse 31.13.80.36. Donc, on va essayer d'y aller à cette adresse-là. 31.13.80.36. Si je m'en vais à cette adresse-là, ben, j'arrive sur le site de facebook.com. Donc, mais encore là, c'est un peu difficile de retenir des adresses comme ça versus retenir le nom Facebook ou Google. C'est beaucoup plus facile à retenir que de commencer à retenir ces chiffres-là. Donc c'est un peu la mécanique derrière son fonctionnement. Maintenant, comment, comment les paquets, parce que on encapsule l'information par paquet, on appelle ça des paquets. C'est un peu comme si on faisait des colis pour les faire sortir de notre ordinateur. L'autre là-bas va recevoir des colis qu'on va aussi recevoir, ou des paquets. Il existe une commande qui s'appelle netstat-rn pour les routes. Donc ça c'est mes routes. Quand j'ai une route en destination de 10.0.2, elle va aller vers 0.0.0.0. 0.0, là, ça veut juste dire ma route par défaut. Mais je pourrais avoir une route différente si j'avais plusieurs interfaces Ethernet ou Wi-Fi dans ma machine, des interfaces réseau. Si j'en avais plusieurs, comme c'est le cas dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, n'allez pas vous imaginer qu'ils ont juste une carte réseau. Ils en ont souvent deux, trois, quatre, puis parfois j'en ai vu un nombre que je me souviens pas, mais il peut en avoir 20. C'est plutôt rare, mais j'ai vu des serveurs avec beaucoup de cartes réseau. Mais sinon, souvent, ils vont avoir un VLAN ou un segment de réseau euh, pour les outils de sécurité. Un segment de réseau pour tout ce qui est unité de stockage, backup, ces choses-là. Et chaque unité de réseau va passer par une carte différente et avoir des sorties. Donc, chaque fois que je m'en vais sur le réseau 12.23, par exemple, je vais sortir par telle interface. Si je m'en vais sur le réseau 127.254. quelque chose, je vais sortir par une autre interface. Mais moi, j'en ai juste une interface. Alors, tout sort par la même interface.
En fait, tout est envoyé à l'adresse par défaut. Si c'est cette adresse-là, c'est envoyé à l'interface par défaut. Et mon interface par défaut est envoyée sur mon interface ENP0S3. Donc, mon interface s'appelle comme ça. Si je fais ifconfig-a pour avoir les interfaces, ben, je vois ici que ENP0S3, cette interface-là, son adresse IP, c'est 10.0.2.15. Alors, c'est une adresse dynamique quand j'ai démarré mon serveur, étant donné que je suis en DHCP, Dynamic des adresses IP, d'un protocole qui nous permet de recevoir des adresses IP dynamiquement. Je vais à ce moment-là, mon routeur, quand je lui ai demandé mon adresse IP, donc il m'a retourné celle-là ici qui était disponible. Et la façon que ça fonctionne, on appelle ça une location. Cette adresse-là, il me l'a louée et tant que je suis connecté, il va renouveler mon bail régulièrement. Mais à partir du moment où je me déconnecte, il est possible que mon bail expire et un autre serveur obtienne cette adresse-là dans le futur. Par contre, étant donné que j'ai un bail présentement avec mon, mon routeur, mon service DHCP, il ne va pas louer cette adresse-là à quelqu'un d'autre. Il me la réserve. Tant que je suis logué, mon bail se renouvelle régulièrement. Par contre, si j'éteins mon ordinateur, il est possible que mon adresse soit... Et la prochaine fois que je vais allumer, ben peut-être j'aurai une autre adresse. Parce que là, je n'ai pas une adresse IP fixe. J'ai une adresse IP DHCP, donc je suis un locataire, je loue une adresse temporairement. C'est un peu la mécanique derrière. Et puis, tous les protocoles TCP/IP ont une interface qu'on appelle le loopback, qui est toujours 127.0.0.1. Donc, si vous exécutez des commandes Internet qui doivent absolument vous demander une adresse IP ou un nom, mais que la chose en ce que vous essayez d'accéder est hébergé localement sur votre machine, ben vous pouvez dire ben, elle est à 127.0.0.1 ou vous pouvez dire localhost. Encore là, j'ai un fichier dans Linux qui s'appelle etc host avec un S, dans lequel je peux lui dire que ben, si je parle à localhost, c'est l'équivalent de faire 127.0.0.1. Si je parle à OSBox, c'est la même chose que faire 127.0.1.1. Et si je parle à myhomedomain.ca, ben, ce serait 127.0.0.1. Donc, voici un exemple. Si je fais un NSLOOKUP de localhost, ben, il va me dire localhost, l'adresse IP, c'est 127.0.0.1. Je peux faire telnet. Ben, je vais regarder encore netstat, netstat-in grep listen. Par contre, je veux pas avoir les listening. Je vois que le port 25 ici est en écoute sur 127.0.0.1. Donc, je pourrais faire telnet localhost, qui équivaut à 127.0.0.1, port 25. Et puis là, ben, j'ai établi une connexion localement sur le port 25. Et puis, je peux voir que c'est du Simple Mail Transport Protocol. Donc, c'est SendMail version 8.15 qui écoute et qui attend mes instructions. Donc, je pourrais dire hello. Donc, command not recognized, hello. Donc, je vais faire CTRL-D pour sortir de là ou CTRL chapeau et puis écoute. Donc, je suis sorti de là. Alors, donc c'est un peu comme ça. Là. Puis, donc, c'est toute une question d'adresse IP. Et puis, dernière petite chose que je vais vous montrer. On va faire un test. Je vais faire dire test EB, par exemple. Je fais un get, je vais faire un curl, get, http, 123google.com, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai obtenu la page de google.com. Donc,
Je vais piper dans More. Donc voilà, j'ai reçu la page du fournisseur qui dit Host with, Content Type, Meta Content / image, Branding, Google Standard couleur 128.png par exemple. Et puis là, il y a tout le code. Donc ça, ce serait l'équivalent, pour faire l'équivalent dans un browser, parce que là, je l'ai fait à la ligne de commande. Dans un browser, l'équivalent, ce serait d'aller sur google.com, faire le bouton de droit et de dire View Page Source, hein, ou afficher la source. Et puis là, ben, j'ai le document type avec HTML, le scope. Et puis là, j'ai le contenu ici. Donc voilà, on peut examiner la source. Mais évidemment, si c'était du PHP derrière, le PHP qui est vraiment la source, c'est pas ça qui est envoyé. Le PHP est exécuté back-end, génère tout le contenu HTML et c'est le contenu qui m'apparaît être la source. Donc, c'est pas vraiment la source, c'est ce que moi je reçois et je perçois ceci comme étant la source. Mais bref, si jamais vous voulez automatiser des choses dans Linux, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un bel interface comme celui-là. Vous pouvez tout scripter à partir de la ligne de commande avec les méthodes appropriées, puis grep ou cut ou peu importe. Là. Ça pourra faire l'objet d'une petite vidéo sur comment automatiser, aller chercher une page web à quelque part. On va prendre un exemple des billets de loterie. Vous jouez à la loterie chaque semaine, par exemple, et vous jouez toujours les mêmes numéros, et vous voulez un petit programme qui va se connecter sur le site web de la compagnie de loterie en question, qui ramène les numéros à chaque semaine et qui fait la vérification de vos numéros pour voir si vous avez gagné et vous envoie une alerte en disant ah, vous n'avez pas gagné cette semaine. Les numéros qui sont sortis étaient ça, ça, ça. Ou ah, vous avez gagné 3 dollars parce que vous aviez le dernier chiffre. Les numéros étaient ça, ça, ça. Donc c'est un exemple. Vous participez à un pool d'hockey ou vous vous intéressez à Donald Trump, vous voulez savoir si une nouvelle récente sur un site qui vous intéresse, ben vous pouvez automatiser la chose. Là où c'est un peu compliqué, c'est les fameux sites qui nous mettent des CAPTCHA ou I'm not a robot, parce que ce genre de site-là, parfois, ils n'aiment pas que les programmeurs automatisent des choses du genre. Et là, ben, ils viennent un petit peu bloquer nos automatismes en disant Are you a robot? Hein? Êtes-vous un robot? Et puis là, ben, on est un petit peu pris de court. Bon, il y a peut-être des moyens de déjouer ça, mais plus les moyens évoluent, plus les CAPTCHA, les I'm not a robot évoluent aussi. Donc, c'est une course contre la montre. Il y en a toujours un qui évolue, mais ils finissent par se faire bloquer. Bref, vous ferez ce que vous voulez. Là, à partir du moment où je vous transmets la connaissance, je vous informe. Ben, par la suite, vous en faites. C'est vos idées, hein, vous avez plein d'idées dans la tête. Et puis, avec vos idées, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et vous allez aimer ce monde de l'informatique. Alors, c'était une autre petite vidéo. J'espère qu'elle vous intéresse. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.